Alors du coup, donc je me présente pendant que je charge. Je m'appelle Anne-Sophie Petit, je suis gynécologue médicale avec un desk de cancéro et donc je m'occupe essentiellement de cancer du sein. Donc aujourd'hui, je suis pertinente pour vous parler que de cancer du sein, mais ce sera la majorité des cas d'oncofertilité que vous aurez à gérer. Pardon, c'est continuer sans préparer. Et donc moi je travaille dans un centre anticancéreux, donc à l'Institut Curie, et donc c'est très bien d'avoir double regard, le regard du préserveur de fertilité et le regard de l'oncologue côté centre, parce qu'on a souvent des visions qui ne sont pas exactement identiques. Donc Michael vous parlera beaucoup du côté technique, et moi je vais vous parler de l'oncofertilité du point de vue du cancérologue et notamment un cancer du sein. Le prenez pas, on a combien de temps en tout? Bon, il faut être raisonnable, ok, ça marche. Je vous laisserai les diapositives, vous interrompez si vous avez besoin, il y a des choses sur lesquelles je passerai plus vite que d'autres, mais de toute façon vous avez les diapositives. C'est la PHP. Ouais, non, je crois que c'est mal fait aussi. Ouais, c'est... Donc je travaille à l'Institut Curie, c'est ce que j'expliquais à certains d'entre vous, je vois un petit peu de malades une partie de la semaine et puis j'ai une grosse activité de recherche plutôt informatique sur le modèle du traitement néoadjuvant dans le cancer du sein qui va nous permettre de trouver des voies de résistance et de sensibilité au traitement. Et donc là je vais vous parler de la partie plutôt clinique, fertilité après le cancer du sein, oncofertilité. Vous savez que le cancer du sein, c'est le premier cancer de la femme. En très gros, pour vous donner des chiffres en France, les patientes non ménopausées, c'est 10 000 patientes par an. Et les patientes de moins de 45 ans, qui vont être celles qui vont nous intéresser pour la fertilité, c'est 6 000 cancers par an. Donc c'est quand même des gros chiffres. Donc c'est pour ça que, ok, on traite qu'une petite partie du sujet, mais ce sera la majorité des cas que vous aurez à voir pour l'oncofertilité. Aujourd'hui, on les guérit de mieux en mieux, vous le savez. Donc on peut commencer à s'intéresser aux effets des patientes dites survivors. Et parmi lesquels l'aménorrhée chimio-induite et l'infertilité sont vraiment responsables, sont des vraies problématiques pour les patientes. Ça les angoisse beaucoup et c'est un des sujets majeurs qu'elles rapportent comme effet secondaire qui les perturbe. Et on a la chance depuis les débuts des années 2010 d'avoir vu émerger ces techniques de préservation de la fertilité. Il faut savoir que moi quand j'ai fait l'internat et presque même le clinica, c'était des choses dont on parlait absolument pas parce que ça n'existait pas, mais donc vous êtes nés avec. Mais pas encore assez. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore assez sensibilisé et formé à ça. Alors, première question, est-ce qu'on sait quantifier la toxicité ovarienne de la chimiothérapie? Vous savez tous que la chimiothérapie est toxique pour les ovaires, mais dans quelle mesure? Ça, c'est pas forcément évident. Un très très bref rappel, ça c'est la gynéco pour les nuls. Vous vous rappelez peut-être de ce schéma de la folliculogénèse, juste pour vous rappeler qu'en gros, ce que vous connaissez à peu près tous, c'est la dernière partie, le cycle du cycle, qui est les règles, qui durent 28 jours. En fait, tout le processus, il a commencé 180 jours avant par une cohorte de follicules primordiales qui va grossir pour arriver jusqu'au follicule préovulatoire de 2 graphes. Et donc, en gros, ça, c'est la partie des règles, mais il y a des choses qui se jouent avant. Une petite histoire sur le cycle de reproduction donc ça, c'est une cohorte de follicules primordiales qui va évoluer vers primaire, secondaire, pré-rentro. Et puis vous savez qu'à chaque moment, vous allez avoir des follicules qui vont évoluer, la majorité des follicules d'ailleurs, qui vont évoluer vers l'atrésie. Il y aura un seul follicule préovulatoire pour une cohorte de milliers de follicules primordiaux qui auront été recrutés. Cette courbe, elle représente au cours de la vie d'une femme son cycle de vie reproductive, mais à l'échelle de la vie. Ça, c'est le stock, l'équivalent du stock de follicules primordiaux qu'elle a dans les ovaires. Vous voyez qu'il y a une nette chute au tout début de la vie, puis il y a une pente douce, et puis qui s'accélère à partir de 37 ans, et ça, vous ne le savez pas bien en tant que cancérologue forcément, mais il y a un vrai déclin de la fertilité des femmes à partir de 37 ans. On n'est vraiment plus sur la même pente. Ça, cette courbe, elle est issue de cette publication. Donc on a une courbe de déplétion lente et puis une courbe de déplétion rapide. Et en fait, on se trouve en matière de cancer du sein,
cancer du sein à 20 ans, c'est extrêmement rare. Et puis, ça va progressivement augmenter et on se trouve pile, les âges, notre cancer du sein chez la femme jeune, on va être pile aux âges où la fertilité décline. On va avoir non seulement l'atteinte liée à la chimiothérapie, mais on va avoir le fait qu'on soit sur cette pente et que quand vous lui demandez d'attendre 2 ans avant de faire un bébé, quand vous lui demandez d'attendre 5 ans dans son hormono, ben pouf, vous allez aussi avoir ce délai qui va jouer parce qu'on est au mauvais moment de la fertilité de cette femme. Physiopathologie, je vais laisser Michael en parler pour dire en gros comment agit la chimiothérapie sur les ovaires. En très très gros, la chimiothérapie va avoir une action directe sur les follicules primordiaux et une action indirecte parce qu'elle va jouer sur les cellules de la granulosa et donc du coup ça entraîne une déplétion accélérée du pool qui est en cours de croissance. Et donc on va se retrouver avec une aménorrhée pendant la chimiothérapie et probablement une amputation de la réserve ovarienne qu'on va voir qu'il est difficile de quantifier. 2 notions à ne pas confondre. En tant qu'oncologue, c'est important. Donc il y a l'aménorrhée chimio-induite, d'accord. Donc ça c'est une insuffisance ovarienne aiguë. Donc c'est ce qui ça fait référence à la perte de la fonction ovarienne pendant ou juste après la chimiothérapie. Et puis il y a la ménopause précoce qui est en gros, au lieu d'être ménopausée comme en moyenne à l'âge de 51 ans, je vais avoir des règles qui vont s'arrêter par la chimiothérapie. Je vais avoir une fonction ovarienne qui va reprendre, mais par contre, je serai ménopausée quelques années plus tôt que ce que j'aurais été si je n'avais pas eu de chimiothérapie. Et ça, c'est pas toujours évident parce que c'est extrêmement flou comme définition. Et puis, parfois, vous lisez les études, vous n'arrivez même pas à voir la différence et on a du mal à voir quel critère a été pris. Un petit rappel encore de gynéco pour les nuls. Vous savez qu'il y a 2 fonctions des ovaires. Il y a la fonction endocrine. C'est quoi? C'est je sécrète œstrogène, progestérone et androgène. Ça dure de la puberté à la ménopause. D'accord? Donc il va y avoir une toxicité aiguë. Ça va être la perte de la fonction endocrine pendant la chimiothérapie. C'est la patiente va se retrouver en aménorrhée pendant la chimiothérapie. On sait que cette perte de la fonction endocrine, elle va être réversible puisque les patientes il va y avoir en tout cas des patientes qui vont retrouver leurs règles, donc c'est pas systématique et définitif. Et la toxicité à long terme, c'est la ménopause avancée de quelques années pour certaines. Et il y a une deuxième fonction des ovaires, c'est la fonction de reproduction. Donc ça, c'est le but de la fonction de reproduction, c'est je produis un ovocyte mature et apte à la fécondation, à s'implanter, à se développer pour donner une grossesse. Ça ne va pas jusqu'à la ménopause. Vous savez très bien qu'une femme de 45 ans qui essaie d'avoir un bébé, elle ne va pas réussir à l'avoir. Donc ça, on va dire que c'est de la puberté jusqu'à plutôt 40 et on va au maximum en général jusqu'à 43 ans. C'est l'âge à laquelle la Sécu arrête de rembourser les procédures d'aide à la reproduction. Est-ce que cette fonction de reproduction, elle va avoir une toxicité? Oui, il peut y avoir une toxicité aiguë puisque les règles s'arrêtent. Mais on sait qu'il y a quand même des grossesses qui surviennent par la chimiothérapie. Ce n'est pas impossible. C'est pour ça que vos patientes sous chimiothérapie doivent avoir une contraception, même si paradoxalement, elles vont voir leurs règles s'arrêter. On n'est pas à l'abri d'une ovulation. Et on sait qu'on va avoir l'AMH. Donc, vous vous rappelez tout ce que c'est que l'AMH, c'est l'hormone antimillénienne qui va chuter par la chimiothérapie. Réversibilité, ce n'était pas très bien connu jusqu'à il y a quelques années, mais probablement on va voir que l'AMH va normalement remonter après chimiothérapie, même si elle ne récupère pas les niveaux de juste avant chimiothérapie. Et ce qui est difficile à quantifier, c'est l'altération de la fertilité, l'altération de cette fonction de reproduction liée à la chimio et la diminution de la réserve ovarienne qui en résulte. Ça, aujourd'hui, c'est encore quelque chose qu'on ne peut pas dire à une patiente donnée, vous aurez la possibilité ou pas d'avoir un enfant naturellement après. Donc, comment on évalue la toxicité ovarienne? Vous savez que les paramètres cliniques, c'est complètement nul. Le fait d'avoir des règles, d'avoir des cycles longs, des cycles courts, etc., ça ne va pas vous donner un bon reflet de la fonction ovarienne. Il y a des patientes qui ont une réserve ovarienne diminuée, mais qui ont des cycles normaux. Puis vous avez des femmes non ménopausées qui ont des aménorrhées très 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 longues, puis pouf, vous les passez sous anti-aromatase, et puis elles se mettent à ovuler et à faire un bébé. D'accord? Donc ça, c'est un mauvais marqueur pour évaluer la toxicité ovarienne. En matière de fertilité, si elle a une grossesse qui survient spontanément, ça veut dire que forcément elle était fertile, donc c'est un bon marqueur. On sait qu'en termes de paramètres hormonaux, l'FSH et l'œstradiol sont des mauvais marqueurs. On a pensé que l'AMH et l'inhibin B étaient des très bons marqueurs, probablement les moins mauvais, mais ce n'est pas encore la panacée. Et puis en échographie, vous avez le compte des follicules en 3 et J3.
Il faut savoir que pendant la chimiothérapie et après, c'est compliqué un J3 parce qu'on n'a plus du tout des cycles réguliers tous les 28 jours, etc. Et donc, c'est des choses qu'on réussit pas toujours à avoir, ce fameux compte des follicules en trop. Une petite, juste pour vous faire toucher du doigt que dans la littérature, c'est vraiment pas très facile de s'y retrouver. Aménorrhée chimio-induite, vous le trouverez comme chemotherapy related ou induced amenorrhea. Et en fait, il y a vraiment plusieurs questions. Comment est-ce qu'on l'évalue? C'est quoi la définition? Est-ce que c'est 6 mois sans règles? Est-ce que c'est 1 an sans règles? Quand est-ce qu'on l'évalue? Est-ce qu'on l'évalue à 3 mois? Est-ce qu'on l'évalue à 6 mois, à 1 an, 2 ans? Probablement, en fait, on s'en fiche qu'elle n'ait pas ses règles pour la chimiothérapie, on sait que ça va arriver, mais ce qui nous intéresse, c'est qui va récupérer. Donc, il faut peut-être plutôt se placer plus loin si on veut voir qui va être fertile ou pas. Mais donc, en gros, ça, il y a zéro consensus dans aucune étude et tout le monde prend les cut-offs qu'il veut. Donc, c'est vraiment la littérature très difficile à comparer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Que veut-on évaluer? Est-ce que c'est l'aménorrhée chimio-induite ou la ménopause précoce? On ne se placera pas au même endroit en fonction de ce qu'on veut évaluer. Et puis, il y a une vraie question qui est celle de la réversibilité. Ça veut dire quoi la réversibilité? Est-ce que c'est de revenir à des cycles réguliers? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des cycles irréguliers dans un contexte comme cela? Et puis, l'interprétabilité des dosages hormonaux, elle est compliquée après parce que c'est des choses qui... Les hormones, ça bouge et c'est souvent le reflet à un instant T, mais ça ne prédit pas forcément ce qui va se passer après. Toutes ces slides-là, je vous les passe et je ne les détaille pas parce que je vous les donnerai, mais en très gros, j'ai une slide récapitulative. Aménorrhée et chimiothérapie, les take-home message, c'est quoi? C'est plus on est âgé, plus le risque d'aménorrhée est élevé, d'accord? Plus on est âgé, plus elle va s'installer vite, d'accord? Les patientes jeunes, elles vont avoir leurs règles qui vont s'arrêter au bout du 5e ou 6e cycle. La patiente qui a 43 ans, pouf, en général, vous faites vous induisez avec le C et puis il n'y a plus rien. Plus on est âgé, plus l'aménorrhée est définitive, hein, c'est-à-dire que votre patiente de 46 ans aura quand même moins de chances de voir réapparaître ses règles que votre patiente de 26 qui les verra réapparaître dans 90% des cas. Plus l'aménorrhée est longue, moins elle est réversible, c'est-à-dire que une fois que j'ai été traitée, si je suis à 1 an d'aménorrhée, j'ai encore 30% ou 40% de chances qu'elle revienne. Quand mon aménorrhée a duré 2 ans, et quand elle a duré 3 ans à fortiori, bah, j'ai plus que 5% de chances que les règles reviennent. Et en termes de régime de chimiothérapie, ceux qui sont le mieux étudiés, c'est les alkylants, dont on sait qu'ils sont toxiques. Ça dépend, ça va être, quand vous allez avoir 40 ans, il va falloir vous mettre une plus petite dose. Quand vous êtes très jeune, pour vous stériliser, il faut une grosse dose d'alkylants. Mais en fait, en général, en matière de cancer du sein notamment, on utilise des polychimiothérapies. On n'utilise jamais qu'un alkylant tout seul. On utilise en général alkylant, anthrataxane, et donc c'est cette espèce de cocktail. Très clairement, c'est difficile de dire qui fait quoi chez telle femme et en fonction de tel nombre de cycles. Mais il faut retenir, l'âge est un facteur de gonadotoxicité et le facteur principal de gonadotoxicité. Réserve ovarienne après chimiothérapie. Là, j'ai laissé cette étude qui est probablement une très vieille, il y en a eu tout un tas, une kyrielle depuis. C'est pour montrer qu'en gros, les patientes qui ont été traitées par chimiothérapie, on sait qu'elles ont une réserve ovarienne, enfin, qu'elles ont une AMH et un compte des follicules antrales qui est plus bas que les patientes qui n'ont pas eu de chimiothérapie. Ceci dit, ce qu'on ne sait pas vraiment, c'est la signification. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une AMH plus basse? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de bébé? Probablement, ce n'est pas vraiment vrai. Il y a eu la première publication qui avait montré dans le lymphome que cette AMH, elle chutait pendant la chimiothérapie, puis qu'elle remontait après. Donc en fait, à une époque, on a cru que l'AMH, c'était un marqueur qui était statique, qui était ma réserve, et puis qu'une fois que j'avais amputé ma réserve, je ne remonterais jamais. En fait, ce n'est pas vrai. Donc ça, c'est dans le lymphome. Alors, ce n'est pas les mêmes patientes que le cancer du sein. Mais ça marche aussi dans le cancer du sein. On avait regardé à l'hôpital Saint-Louis si les patientes, on leur avait fait une AMH avant, pendant et après chimiothérapie. Alors certes, les points noirs sont avant chimiothérapie et les points bleus sont après chimiothérapie. On voit que les points rouges, c'est la chute de l'AMH par la chimiothérapie. Et on voit qu'après, avec le temps, plus on s'éloigne de la chimiothérapie, plus on va avoir une AMH qui va avoir tendance à remonter. Alors on réatteint globalement pas les niveaux qu'on avait avant chimiothérapie, mais on voit que l'AMH remonte, donc c'est un marqueur qui est dynamique. Et puis en termes d'AMH avec chimiothérapie, on avait aussi regardé, on avait eu plusieurs, donc sur une petite série qui était à pronostic absolument effroyable, hein, puisque on avait, je pense qu'à 50 suivis, on avait la moitié des patients qui avaient rechuté. Bon, on avait quand même un paquet qui était tombé enceinte, hein, puisque 17 patients sur 134, on est quasiment à 14% de grossesse.
Et en fait, les patientes tombaient enceintes avec leur AMH indétectable, donc nous montrant que quand même l'AMH n'est pas le marqueur pour dire est-ce que j'ai un vrai potentiel de fertilité ou pas, d'accord? Ça, c'est un exemple d'une patiente qui tombe indétectable, qui reste indétectable, et puis là, elle a débuté une grossesse. Ok, puis on s'était aussi rendu compte qu'on avait un taux étonnamment élevé de grossesse chez les patientes de plus de 40 ans. Je vous rappelle, 40 ans, une femme, elle n'est vraiment pas très fertile à 40 ans. Et une femme qui a eu de la chimiothérapie, en général, on leur faisait 4 EC, 4 taxotères, et ben, elle faisait quand même un peu des bébés spontanément, on avait l'impression. Donc on se dit que l'AMH n'est pas un bon marqueur, et puis que, bon, bah, sur des... Je vous passe le fait que la moitié des patientes ayant chuté n'essayaient plus d'avoir un bébé, parce que quand on est avec des métastases cérébrales, c'est plus vraiment la question. Donc on trouvait qu'il y avait quand même possiblement une fertilité spontanée chez ces patientes. Il y a eu 2 autres études après, donc une grosse étude française, 250 patientes, qui montraient que, en gros, l'AMH était indétectable chez une patiente sur 2 à 2 ans. Dans cette série, il ne relevait que 5 patientes qui avaient été enceintes dans le suivi. Je pense maintenant ils en auraient beaucoup plus, parce que 5 sur 250, c'est vraiment rien. On n'est pas dans les taux habituels de la littérature. Donc 4 qui étaient tombées enceintes avec une AMH indétectable. D'accord? Donc encore une fois, c'est pas parce que vous la voyez en consultation qu'elle vous apporte son AMH, qu'elle vous demande ce que vous en pensez, qu'il faut lui dire qu'elle n'a pas de potentiel de tomber enceinte. Hein. C'est faux, on a tous les jours des exemples en consultation. Une autre étude encore, 170 patientes. Alors là, on n'avait pas d'informations sur la grossesse, mais très clairement, l'AMH restait basse. Ok, les take-home message sur améliorer chimiothérapie et fertilité, c'est aujourd'hui en 2020, on ne sait pas quantifier exactement l'impact de la chimiothérapie A sur la patiente donnée B. D'accord? Améliorer n'est pas synonyme d'infertilité. L'AMH n'est pas la boule de cristal qu'on attendait pour dire vous c'est bon, vous c'est pas bon. Et à l'échelon individuel, on ne sait pas vraiment prédire la réversibilité. Bon, pour vous, ce qu'il faut dire, c'est ok, on ne décide pas d'une chimiothérapie en fonction de la toxicité ovarienne. On décide d'une chimiothérapie en fonction de critères oncologiques, d'accord? Mais ça ne doit pas vous orienter ou non vers un protocole parce que c'est trop difficile de s'y retrouver. Ok, alors deuxième question. Est-ce que, alors du coup, c'est moins un cancer du sein, mais pour tout ce qui est thérapie ciblée, on sait quel est l'impact des thérapies ciblées Je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand... En termes d'impact, il y a un truc avec le trastuzumab où ils ne voyaient pas... Alors, Michael, tu vas peut-être m'arrêter si je dis ça. Et je crois qu'il commence à y avoir des trucs aussi sur l'immunothérapie. Mais très clairement, ce n'est pas des questions sur la réserve ovarienne tellement l'impact des thérapies ciblées. C'est le problème de la congélation et de ce qu'on congèle et de l'effet déjà mutagène éventuel ou clastogène sur l'ovocyte au moment où on congèle. C'est ça les questions. Pas tellement sur la réserve. Et le problème de ces patients-là, c'est quand est-ce que tu peux leur arrêter. Parce que tu n'es jamais sûr. Il y en a beaucoup que tu tiens uniquement grâce à ça. Et l'immense majorité ne sont pas évaluées dans la grossesse, donc sont dans le doute contre-indiquées en cours de grossesse. Alors, on a vu qu'on ne savait pas bien prédire la fertilité. On peut se poser la question, qu'est-ce qu'on sait de la fertilité spontanée après cancer du sein? On sait que dans la littérature, vos taux de grossesse après cancer du sein, ça va être 3 à 13% en gros. Mais très clairement, ça sous-estime énormément la fertilité. Vous avez des tonnes de raisons de ne pas être enceinte après un cancer du sein. La première, c'est qu'on vous demande d'attendre 2 à 3 ans. D'accord? Donc si vous avez 39 ans, qu'on vous demande 2 à 3 ans, vous êtes déjà à 42, ça fait une bonne raison de ne pas être enceinte. La deuxième, c'est que la grossesse est contre-indiquée pendant un traitement par tamoxifène. Donc, vous savez que c'est tératogène et donc du coup, c'est très clairement une vraie contre-indication. La troisième, c'est les histoires de partenaires, de difficultés, baisse de libido, problèmes sexuels, etc. Il faut aussi avoir envie d'avoir un enfant, enfin, c'est pas une condition obligatoire, mais souvent, il faut avoir un désir de grossesse pour arrêter son tamoxifène, arrêter sa contraception, etc. Et puis une autre raison de ne pas avoir de grossesse, c'est aussi d'avoir rechuté. Hein, très clairement, c'est ce dont je disais tout à l'heure, quand on est en train de se battre et qu'on est en chimio tout le temps avec ses métastases hépatiques, c'est plus tellement la place du projet de bébé. Donc, la grossesse implique la fertilité, quoique, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on peut avoir le don d'ovocyte, on est enceinte, mais on n'a pas été fertile, c'est pas son propre ovocyte. Mais pas de grossesse n'implique pas que vous êtes infertile, d'accord? Donc, ce 3 à 13%, ok, ça veut dire que c'est un événement qui est rare, mais il est rare pas forcément parce qu'on est infertile. Il y a peut-être d'autres raisons dans la littérature.
très clairement, la pièce manquante du puzzle de toutes les études sur grossesse après cancer du sein, c'est est-ce qu'elle avait un désir de grossesse, d'accord? Et c'est même pas est-ce qu'elle avait un désir de grossesse, c'est est-ce qu'elle avait un désir de grossesse et qu'elle essayait d'être enceinte, d'accord? Parce qu'il y en a à qui vous allez dire avez-vous un désir de grossesse? Elles vont vous répondre oui, mais elles ont leur stérilet, elles n'ont pas de rapport sexuel, d'accord? Mais dans leur imaginaire, elles ont un désir de grossesse, d'accord? Donc la vraie question, et qu'on n'a dans aucune étude, c'est combien tentent effectivement d'avoir un bébé et combien réussissent. Parce que c'est ça en fait, nous, ce qui nous intéresse pour savoir si elles sont fertiles ou pas. Donc, on peut se poser la question, vous avez vu 3 à 13%. Quand on commence à s'intéresser à des cohortes de patientes, alors là c'était des patientes survivantes de cancer du sein, on voit que dans cette étude de Partridge, il y avait 60% pardon, des patientes qui avaient essayé d'être enceintes qui avaient réussi. Alors c'est une étude rétrospective, on ne les a pas toutes prises, et puis suivies, et voir qui rechutait, etc., censurer qui rechutait, et demander qui essayait d'avoir un bébé. Mais en tout cas, là on avait l'impression que c'est plutôt des taux un peu plus élevés que nos 3 à 13% de tout à l'heure. Dans cette deuxième étude, là, on était plutôt à 1/3. Mais là, c'était des patients qui n'avaient pas eu de préservation de fertilité. On va prendre 2 autres séries où les patientes avaient eu des préservations de fertilité. Donc ça veut dire que c'était des patientes qui, au moment du diagnostic, elles avaient pris leurs mesures pour faire préserver leur fertilité. Donc elles se disaient quand même peut-être qu'elles auraient un bébé après. Donc déjà des patientes, une population enrichie en patientes qui ont un désir de grossesse. Et bien là, les 3/4 d'une toute petite série, avaient réussi à être enceinte, et là on est aussi pareil, 71%, on est à 2/3 de patientes qui réussissent à avoir un bébé. Et puis aussi ce qui est assez frappant, c'est que quand on cherche infertilité après cancer du sein, il y a une étude de 25 personnes, donc 25 patients, vous avez vu les chiffres que je vous ai cités pour le sein, rien qu'en France, les femmes jeunes tout à l'heure. Donc une étude dans la littérature sur l'infertilité après cancer du sein, on se dit que ça ne doit pas non plus inonder les centres de PMA, quoi. Parce que, alors il y en a peut-être eu une autre depuis, je n'ai pas refait l'update de la littérature, mais je crois qu'il n'y en a pas, je crois qu'à vue de nez, il n'y en a pas 50 autres. Donc très clairement, en tout cas, peut-être que ça existe et que c'est un phénomène majeur, mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de littérature scientifique là-dessus. On a fait un petit travail à l'Institut Curie. Donc, on avait 2 cohortes. Alors ça, c'est juste la constitution de nos bases de données qui est faite comme ça, qui fait qu'on a dû mixer 2 cohortes pour y arriver. C'était des cohortes de femmes jeunes. Donc, celle-là avait moins de 40 ans, celle-là avait 18 à 43 ans. Et puis, on a réussi à identifier 133 patientes qui avaient eu un bébé après un cancer du sein. Et donc, en gros, je vous le fais court, on les a rappelées, alors pas celles qui avaient rechuté, pas celles qui étaient mortes, etc. Mais on les a rappelées et on leur a demandé, on a essayé de refaire un interrogatoire rétrospectif en les guidant par téléphone, en disant vous aviez vu l'oncologue tel jour, vous aviez parlé d'eux, et puis après il a dit retrait du stérilet en mois de juin, vous vous souvenez bien que c'était au mois de juin, etc. Bref, on essayait de revoir combien de temps entre le moment où elles avaient essayé d'avoir un bébé et le moment où elles avaient réussi à avoir leur bébé. Et donc on avait évidemment exclu de l'analyse celles qui n'avaient pas voulu ce bébé, parce qu'il y avait quand même un certain nombre de patientes qui étaient tombées enceintes alors qu'elles ne voulaient pas de bébé. Donc on avait en gros, je crois, 5% des patientes qui avaient fait l'IVG, parce qu'elles se pensaient infertiles, elles avaient eu une grossesse non désirée, donc elles avaient par la suite avorté. Mais en tout cas, les résultats de cette étude, c'était que le délai médian de conception, donc pour une première grossesse, quelle qu'en soit l'issue, ce délai médian était à 4 mois. 4 mois, c'est pas grand-chose. Je ne sais pas si vous savez le délai normal d'une femme de 25 ans qui essaie de concevoir. En gros, c'est 4 mois. D'accord? Donc là, on était une cohorte plus âgée, puisqu'elles avaient en moyenne 37 ans. Et on était avec un délai de 4 mois. Et puis, le délai médian jusqu'à la première naissance vivante, parce que là, on peut compter les fausses couches aussi, donc on ne considère pas qu'on a réussi à avoir un vrai bébé qui pleure à la maison, comme on dit. Je sais de quoi je parle en ce moment. Et donc, première naissance vivante, le délai médian était à 5 mois, d'accord? Donc, des patientes qui ne nous semblaient pas incroyablement infertiles. Alors attention, on est sur une série hyper biaisée, puisqu'on est pris par la fin de l'histoire, on a dit on ne prend que celles qui ont eu un bébé, et on va les réinterroger, d'accord? Ça ne veut pas dire que toutes celles de notre cohorte ont réussi, mais parmi celles qui ont fini par réussir, quand elles réussissent vite. C'est ça que ça veut dire, d'accord? Donc on n'a pas l'impression que c'est des très gros profils de parcours du combattant, de j'ai réussi à avoir un bébé après 2 ans de PMA, d'accord? Une étude qui va nous permettre de répondre à cette question, c'est l'étude féerique, on s'est dit en prospectif, on a pris des cas et des contrôles, on s'est dit on va les suivre pendant 3 ans,
on va leur demander est-ce qu'ils veulent un bébé, donc Pregnancy Desire, c'est la case rose, ou est-ce qu'ils n'en veulent pas. Et puis, on va les suivre pendant 3 ans, et puis on va regarder combien on a de bébés chez les cas qui ont eu un cancer du sein, et combien on a de bébés chez les contrôles qui n'ont pas eu de cancer du sein. Donc ça, les résultats, on les aura en 2022, je crois. Quelque chose pour lequel on est très mauvais, et là où vous avez votre rôle oncologue, c'est l'information qui est délivrée aux patientes. Toujours la même série Curie, 1400 femmes jeunes, 2011-2017, donc récente, hein, on avait déjà les procédures de préservation de la fertilité. Sur 1390, on retrouve une trace dans le dossier médical d'une discussion sur la fertilité dans 30% des cas. Ça veut dire qu'à Curie, qui est le premier centre en France pour le cancer du sein, il y a 2/3 des patientes à qui on ne parle pas on ne délivre pas d'informations sur la fertilité. Alors vous allez me dire, peut-être qu'on en a parlé, mais on n'a pas marqué dans le dossier. Devant le juge, quelque chose dont on parle et qu'on ne marque pas dans le dossier, vous savez comment ça se termine. D'accord? Donc en tout cas, l'information n'était pas tracée dans le dossier médical dans les 2/3 des cas, donc ça c'est pas bien du tout. Et parmi celles chez qui ça avait été discuté, tout le monde ne fait pas la préservation de fertilité, il y en a certaines qui choisissent de ne pas le faire. Et alors 2 facteurs sur lesquels je vous mets en garde, vous oncologues, sur la réalisation ou la discussion ou pas d'une préservation de fertilité. Là, c'est l'âge de la patiente. En gros, quand vous voyez du bleu, ça veut dire que la préservation n'a pas été discutée. L'oncologue n'a pas jugé utile d'en parler à sa patiente. Et bien, quand vous êtes à plus de 40 ans, il y a 95% des oncologues qui jugent même pas utile de vous en parler. D'accord? Quand vous êtes entre 35 et 40, il y a les 2/3 des oncologues qui ne jugent pas utile de vous parler de préservation de fertilité. C'est des indicateurs qui sont épouvantables. Hein. Franchement, tout ça, ça peut se terminer devant les tribunaux, hein, parce qu'une information, elle doit être délivrée, parce que normalement, on aurait dû en plus leur proposer des procédures de préservation de fertilité. Donc, premier facteur, l'âge. Deuxième facteur, le nombre d'enfants. D'accord? 0 enfant, 1, 2, 3, 4 ou plus. D'accord? Donc, ça veut dire que on voit très bien qu'au fur et à mesure que la femme a déjà des enfants, les oncologues s'arrogent le droit de ne plus parler de préservation de la fertilité. Or, il n'y a absolument aucun guideline qui vous dise à partir de 2, c'est bon, vous n'avez pas besoin de l'informer. Hein, si elle a le droit d'avoir 38 ans, 3 enfants et d'en vouloir un autre, et le cancer, on ne sait pas bien qui c'est cette patiente. On ne lui souhaite pas, mais en fait, ce n'est pas à l'oncologue de décider si on en parle ou pas. Donc vous devez informer vos patientes des dommages de la chimiothérapie et les adresser en procédure de préservation de la fertilité si elles le souhaitent. Alors ça, c'est aussi issu de la série Curie. C'est juste pour vous montrer un peu en vie réelle ce que ça donne, tout ce dont on parle sur préservation de la fertilité. On parle de 1390 patientes. Déjà, on paume les 2/3 de notre cohorte parce qu'on n'aura même pas parlé de préservation de la fertilité. D'accord ? Donc là, on passe ensuite à 20% de la cohorte, celles qui ont effectivement eu une préservation de la fertilité. Parmi ces 264, seuls 20 sont retournés voir le centre qui avait préservé leur fertilité, donc qui avait potentiellement du matériel. 3 ont réutilisé ce matériel. Il y a eu une grossesse et pour le moment, on n'avait pas dans notre série de naissance vivante puisque ça s'était terminé par une fausse couche. On va actualiser cette série pour voir si, avec un petit peu plus de recul, c'est différent. Mais juste, il faut voir que, alors peut-être elles ont changé leur plan, peut-être elles ne veulent pas de bébé. En moyenne, quand même, elles ont 38 ans. À 38 ans, souvent, on a quand même le 1,4 enfants derrière nous plutôt que devant nous. D'accord ? Mais en tout cas, en pratique, il y en a qui voulaient peut-être plus de bébé, et puis il y en a peut-être qui sont tombées enceintes toutes seules. C'est le cas dans cette série, puisqu'on avait 45 grossesses, d'accord, qui étaient survenues spontanément. Donc les take-home messages, infertilité, oncofertilité, c'est la fertilité spontanée après cancer du sein n'est possiblement pas aussi altérée qu'on l'imaginait. Hein, c'est pas 3 à 10% de grossesse, hein, c'est probablement très différent. Vous ne devez pas considérer les patientes comme infertiles après traitement, surtout pas après qu'elles vous aient montré un dosage d'AMH et leur dire « Madame, vous, c'est plié, donc surtout ne faites rien ». Ça ne veut pas dire qu'il faut leur dire « Allez-y, vous avez 43 ans et 12 N+, arrêtez votre tamoxifène et puis faites votre bébé hein. ». Bien sûr, il faut rester raisonnable, c'est pas ça la question. Vous devez informer toutes les patientes avant traitement de l'impact de la chimiothérapie sur la réserve ovarienne. Ça vous est opposable, d'accord, vous devez le faire. Et vous devez les adresser pour préservation de la fertilité si elles le souhaitent. Alors, le troisième volet, c'est les techniques de préservation de la fertilité sont-elles sûres d'un point de vue oncologique? Donc, on va détailler 3 points. Donc, est-ce que ça interfère sur les délais de prise en charge?
est-ce qu'il y a un impact de la stimulation hormonale, parce que Michael va vous le redétailler, mais pour la technique qui marche le mieux, on a quand même besoin d'une stimulation hormonale. Et est-ce qu'il y a un impact de la castration hormonale, hein? A contrario, vous savez qu'on peut donner des agonistes du LHRH par la chimiothérapie. Est-ce que ça a un impact sur le pronostic oncologique? Je fais juste un tout petit rappel sur le sein. Alors, le cancer du sein, vous savez que les 2/3 des cancers du sein sont RH+, peut-être un petit peu moins chez la jeune, mais franchement pas tellement moins. Qu'une récidive sur 2 survient après 5 ans et que 2 décès sur 3 survient après 5 ans. D'accord? Tout ça pour dire que les études dans le sein avec un suivi médian de 2 ans, vous savez ce qu'on en pense, d'accord? C'est comme si on n'avait rien fait. Une patiente avec un cancer du sein, si on veut vraiment la fin de l'histoire, il faut se placer très très loin, d'accord? Donc évidemment, les procédures de préservation de la fertilité étant assez récentes quand même, globalement, on manque de suivi, d'accord? Et donc pour ne pas raconter n'importe quoi dans le sein, il faut se placer loin, d'accord? Donc probablement qu'on ne fait pas n'importe quoi en faisant ces préservations de la fertilité, mais il ne faut pas crier victoire trop tôt, il faut continuer à colliger les datas pour pouvoir avoir une robustesse scientifique. Délai de prise en charge, alors il y a extrêmement peu de littérature, il y a une étude que je ne vous ai même pas mise, parce qu'il faisait que sur le néoadjuvant, et puis il disait quand on fait de la préservation de fertilité en néoadjuvant, on ne décale pas le délai, mais c'était sur très peu de patientes, puis ils avaient de toute façon des délais qui étaient extrêmement importants, qui ne me semblaient pas, bref, je ne vais pas juger utile de vous le détailler. On a regardé aussi à Curie, toujours sur cette cohorte de 1390 femmes, on voit que ce soit en néoadjuvant ou en adjuvant, on n'a pas l'impression que ces patientes, on leur fait faire un parcours de soins totalement bizarre qui font qu'elles sont traitées 3 semaines après les autres. Donc ça, c'est super rassurant. Alors c'est lié aussi à la réactivité de nos circuits de préservation de la fertilité. Et ça, je ne suis pas vraiment sûre qu'on puisse dire la même chose partout en France. Mais nous, en Ile-de-France, on est des vrais enfants gâtés parce que nos patientes, on appelle Michael et elles sont prises le lendemain pour les procédures de préservation de la fertilité. Quand ce n'est pas l'après-midi même. Donc en tout cas, point de vue délai de prise en charge, on n'a pas l'impression que ça décale la chimiothérapie. Alors, impact de la stimulation ovarienne sur la survie. Donc on a une étude prospective non randomisée qui vient de la grosse équipe américaine de préservation de la fertilité qui est l'équipe de Octet, et donc où ils avaient inclus 337 femmes, dont 120 avaient eu une préservation de la fertilité qui impliquait une stimulation ovarienne. Donc pareil, là on a un suivi médian qui est assez court, 5 ans dans le sein, 5 ans c'est vraiment le minimum où on peut commencer à publier quelque chose, sinon vraiment on dit n'importe quoi. Les auteurs disent qu'il n'y a pas de différence de récidive. Bon, très clairement, ce n'est pas du tout les mêmes patientes. On a moins d'atteinte ganglionnaire chez les patientes qui sont stimulées. Et quid du devenir après 5 ans. Donc c'est quelque chose de... On a cette donnée qui est rassurante, mais qui est quand même pas très robuste. Donc on attend très clairement d'avoir d'autres séries indépendantes qui nous confirment ça. Et puis pour les agonistes du LHRH, là pour le coup, on a vraiment de l'évidence qui est bien plus forte que pour la stimulation, puisqu'on a une méta-analyse de... Alors, c'est 12 essais contrôlés, randomisés, mais il y en a, là il présentait les endpoints que pour 5, donc qui a été publié dans le JCO, présenté à San Antonio l'année dernière, et donc où on voit que le fait d'adjoindre des agonistes du LHRH pendant la chimiothérapie pour un cancer du sein, vous allez avoir un bénéfice en termes d'aménorrhée chimio-induite, possible bénéfice en termes de grossesse et pas d'effet délétère sur la survie. Donc ça, quand on est sur une méta-analyse d'essais randomisés, essais contrôlés randomisés, on est vraiment sur un niveau de preuve qui est très fort, d'accord? Donc aujourd'hui, on a quand même des arguments pour penser que c'est safe d'un point de vue oncologique de prescrire ces agonistes du LHRH pour la chimiothérapie. Juste pour vous rappeler, on se remet les idées un petit peu en place. Pronostic du cancer du sein chez la femme jeune. Donc on a pris là les deux données, toujours les mêmes cohortes qu'on a. La petite étude dont je vous parlais tout à l'heure de l'hôpital Saint-Louis, 134 patientes, on avait 43% de rechute avec un suivi, c'est un peu, je vous avais dit une bêtise tout à l'heure, c'était 9 ans. 43% de rechute, 20% de décès et 15% de patientes qui avaient une grossesse. Dans la série Curie, on a à peu près les mêmes taux. En gros, dans les deux cohortes, 3 fois plus de grossesse, de rechute que de grossesse, d'accord? Donc, perdons pas notre ennemi de vue. Il faut vraiment que ces patientes, on doit avant tout les guérir. Ça reste une maladie grave. Donc bien sûr qu'il faut faire les soins de support et la préservation, mais attention de ne pas les faire partir quand elles ont
le sein inflammatoire des circuits, on leur fait 3 cycles de stimulation d'affilée. D'accord ? Take home message, préservation fertilité du point de vue de l'oncologue. Les techniques de préservation de la fertilité semblent sûres d'un point de vue oncologique, mais très clairement, on a besoin de davantage de suivi pour être sûr que, enfin, pour l'affirmer. Ne pas allonger les délais de traitement, ça c'est vraiment votre rôle. Dès la première consultation, adressez précocement en consultation de fertilité. Restez raisonnable dans les indications. On va y revenir. Hein. Alors, il y a notamment quelque chose qui, aujourd'hui, une patiente métastatique d'emblée, en fait, si vous l'envoyez en consultation, vous allez vous la prendre en boomerang avec... parce que souvent, en fait, maintenant, on les adresse un petit peu trop tôt, puis on n'a même pas le bilan d'extension. Et puis après, vous commencez à parler de préservation de la fertilité, puis vous voyez le PET scan qui revient en sapin de Noël. Et là, c'est quand même un petit peu compliqué de refaire de l'annonce de non, mais non seulement il y a ça, et puis en plus jamais de bébé, et puis etc. Alors qu'elle avait déjà sa date, là elle vous parle de sa fonction qui a lieu demain. Donc c'est un peu compliqué. Donc attention, restez raisonnable dans les indications. Voilà, mesurez toujours que vous êtes en plein, tout se passe au moment du diagnostic et du bilan d'extension. Et donc faire attention à rester raisonnable, parce que vous ne pourrez pas gérer quand si elle est préservée, vous aurez des difficultés à gérer de toute façon vous avez préservé, mais on ne vous autorisera jamais à avoir de grossesse. Préserve notre préserve, donc c'est toujours c'est un équilibre. Hein. Vous savez que la gonadiotoxicité est incertaine, n'est pas quantifiable et potentiellement réversible. Et puis les résultats de préservation de la fertilité pour le moment sont encore, on a besoin de plus de suivi. Sécurité oncologique encore sous-documentée, on pourra vraiment affirmer dans 15 ans qu'il ne se passe rien, d'accord, mais aujourd'hui, on dit les premiers résultats nous semblent rassurants, mais besoin de plus de suivi. Et puis on a un vrai paradoxe, c'est que nous, celle qu'on voudrait préserver, c'est la 37 ans, qui va avoir ses 3 ans de tamoxifène et qui va terminer à 40. Et en fait, c'est souvent celles-là qui sont les plus mauvaises candidates en préservation de la fertilité, chez qui on a des mauvais résultats, etc. et dont les préserveurs ne veulent pas toujours. Et donc on se retrouve avec, pile dans cette zone qui nous intéresserait, des techniques qui marchent moins bien. Donc, informer ça clairement, c'est un sujet d'intérêt majeur pour les femmes, c'est la loi, et donc il faut que cette information soit loyale, et vous pouvez notamment partager les zones d'ombre, que c'est pas non plus la lune, et ça marche pas à tous les coups, la préservation de la fertilité. Préserver, donc ça c'est à discuter, donc c'est clair que préserver ça rassure la patiente et le médecin, ça permet de proposer quelque chose, et il y a aussi j'ai un ami cancérologue qui est sa femme, qui a eu le cancer du sein, qui disait ça a été le seul moment de notre parcours où on a eu un truc positif, quoi. Et donc c'est un vrai espoir qu'on redonne à ces patients de dire ok, normalement quand même on va vous guérir et puis il y aura une vie après, d'accord. Donc pas oublier que ça peut faire partie des moments les moins pires du parcours, on va dire. Et puis résultat des procédures devraient être publiés, donc très clairement maintenant on est à plus de 5 ans d'expérience, donc on va voir les premiers résultats qui vont tomber en termes de comment ça marche, à quel point ça marche. Primum non nocere, surtout, faites pas partir vos patientes dans des parcours douteux. Il faut que les patientes soient suivies dans des registres prospectifs, qu'on ait les résultats de ces procédures et savoir s'arrêter quand c'est déraisonnable, les cancers du sein métastatique, inflammatoires, à stimuler, etc. Mais ça, c'est une vraie question, où est-ce qu'on s'arrête? Il n'y a aucune RCP qui arrive à trancher. À un moment, à Curie, on avait mis une notion de 4N+, je ne sais même plus si ça y est encore ou pas. Enfin, à chaque fois, c'est des éternelles discussions, parce qu'il n'y a absolument rien qui nous aide. C'est un continuum de gravité, un cancer du sein. Donc, où est-ce qu'on s'arrête dans OK, on préserve ou on ne préserve pas? Donc, je n'ai pas la réponse à la question. Donc, en conclusion, vrai progrès en 2020, que c'est complètement une stratégie qui est intégrée à la routine. Ne survendez pas la préservation, ne sous-estimez pas la fertilité spontanée, n'allongez pas les délais de traitement et restez raisonnable dans les indications. J'ai mis aussi, on attend les réponses avec impatience de Chakri. Est-ce que ça marche? C'est l'observatoire français qui va nous donner les résultats et qui va comparer les techniques. Est-ce que c'est safe? Donc on attend 2 choses. On attend nos gros registres, on aimerait bien avoir les résultats et du suivi long. On attend les résultats de l'étude positive qui est en cours aux États-Unis. Et est-ce qu'on peut identifier des sous-groupes qui peuvent éventuellement s'en passer? On attend aussi les résultats d'études féeriques. Et donc si ces sujets vous intéressent, on a toute une kyrielle de médecine, de mémoire de Dieu, etc. pour faire des travaux dessus. Donc je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Est-ce qu'on sait quel est l'impact des grossesses sur les taux de rechute ou est-ce qu'il n'y a pas assez de... 14 000 tonnes de littérature là-dessus, c'est le fait d'être enceinte après un cancer du sein n'augmente pas le risque de rechute. Donc ça, il y a un article par jour qui sort sur, et ça marche même sur les bras cavités, et ça marche même avec les HER2, etc. Donc non, là, la question est pliée. Le fait d'avoir une grossesse après un cancer du sein n'augmente pas le taux de rechute. Une femme qui a le tamoxifène, c'est tératogène. Est-ce qu'il faut attendre un certain délai avant d'avoir une grossesse C'est la fameuse période de wash-out où on dit en moyenne qu'il faut attendre 4 mois. D'accord? Donc si elle a son projet de grossesse, elle pourra commencer 4 mois après l'arrêt du tamoxifène. Parce que c'est l'hypophyse, et donc ça va se bloquer, ça va être longtemps à s'éliminer, donc on dit 4 mois. Ok. Bon, merci beaucoup pour l'invitation. Et du coup, j'ai accès un peu au cancer du sein, mais on pourra discuter ce que vous voulez. Les techniques, globalement, sont toujours à peu près les mêmes. Bon, ça, Anne-Sophie vous a dit, les histoires de on guérit de mieux en mieux, même s'il y en a de plus en plus chez les femmes jeunes, de plus en plus de survivantes. Alors elle a dit 6 000 de plus de 45 ans. Globalement, les plus de 45 ans, même entre 40 et 45 ans, ils ne nous intéressent plus. Les gens qui font de la fertilité sont terriblement... c'est quoi le terme? Je sais pas. Pas très sympa, on va dire, avec les femmes. Après 40 ans, c'est l'enfer. C'est l'enfer parce qu'il n'y a quasiment rien qui marche. Donc voilà, je me suis focalisé, c'est 3000 femmes par an en France de moins de 35 ans, celles qui sont a priori les meilleures candidates à la préservation de la fertilité. Tout ça qui évolue dans un contexte où on n'arrête pas d'allonger l'âge du premier enfant chez les femmes. Beaucoup des gens en médecine savent bien ça. Mais quand même que cet enjeu de la préservation, enfin de la fertilité, c'est un enjeu majeur. Il y a des études aux États-Unis qui disent qu'elles préfèrent des traitements moins toxiques si elles savent que ça va moins impacter sur la fertilité. Donc en gros, elles préfèrent prendre un risque vital à la condition qu'on réduise le risque sur la fertilité. C'est vous dire l'importance que ça peut avoir. Et très souvent, cette histoire de double peine, de j'ai un cancer et en plus je suis infertile, elle vous dit souvent le pire, c'est pas l'annonce du cancer, c'est le fait que je puisse ne pas avoir d'enfant. Ça, c'est ce que vous a montré Anne-Sophie, baisse de la fertilité avec l'âge, donc effectivement, à partir de 35-37 ans, ça glisse sévèrement, et donc c'est pas top. Le double effet, celui du cancer et celui du temps qui passe, elle vous en a parlé. Le truc qu'on vraiment ne sait pas, c'est l'effet. Une patiente qui est diagnostiquée à 32 ans, 3 ans après, elle devrait être sur sa courbe, et elle ne le sera pas parce que si la chimiothérapie, elle va être là, à la faveur de plein de facteurs qui vont faire qu'elle va être plus ou moins basse en termes de réserve ovarienne. Réserve ovarienne qui ne veut pas dire fertilité, ce qu'elle vous a spécifié. Un mot sur la toxicité ovarienne des chimios. Donc là, vous voyez un ovaire avant chimiothérapie, un ovaire après. Donc vous voyez qu'il y a les petits ronds en moins, les petits ronds, c'est les follicules primordiaux. Donc il y a le stock qui a diminué à la fin. Les agents alkylants, c'est les plus grands pourvoyeurs d'insuffisance ovarienne. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y en a dans le cancer du sein et dans beaucoup de traitements. Alors, il y a pas mal d'effets qui expliquent la toxicité des chimios. Il y a une fibrose du tissu ovarien, il y a des dommages de la microvascularisation, il y a une apoptose des follicules en croissance et un effet qu'on appelle le burn-out folliculaire. Vous avez entendu parler de ça? Non, on va y revenir. Alors, deux effets, donc un effet sur les follicules en croissance, un effet sur le pouls. Sur les follicules en croissance, globalement, ça c'est le pourcentage de follicules anormaux. Anormaux, donc dans un follicule, il y a des cellules de la granulosa. Les cellules de la granulosa, c'est des cellules qui permettent, qui sont signes de bonne santé du follicule. Quand on regarde les pourcentages de follicules avec des cellules de la granulosa anormales, quand on donne des agents alkylants, plus on en donne, pire c'est.
plus le pourcentage de follicules anormaux devient important. Et pourquoi? Par quel biais? Par un biais d'apoptose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les follicules les premiers touchés, ce n'est pas les follicules du pool, les follicules du stock, les follicules dormants. Elle vous a dit un peu, il y a des follicules dormants dans l'ovaire. Puis en permanence, il y en a un certain nombre qui sortent du pool pour rentrer en croissance. Une grosse partie de ces follicules sont en croissance. Un faible nombre arrive à un stade qu'on appelle le stade antral. Et parmi ces follicules antraux, il y en a juste un seul qui sortira. Il y a une compétition entre les follicules antraux. Un seul va arriver à maturité tous les mois. Mais déjà, il y a eu une grosse destruction entre tous les follicules qui sont sortis du pool, qui sortent en permanence, et le faible nombre qui arrive au stade antral, et puis à la fin, un seul qui arrive au stade préovulatoire. La chimio, elle attaque par apoptose directement tous les follicules en croissance. Donc ça décape sec, et ça décape d'autant plus que le follicule est avancé dans le processus de maturation. Donc plus ils sont avancés, le follicule dominant c'est le premier touché, les follicules antraux ensuite, et donc c'est les premiers impactés par la chimie. Ça veut dire que toutes les techniques qui font appel aux follicules qui sont en croissance, j'y reviendrai après, ne peuvent pas être réalisées à partir du moment où il y a déjà eu ne serait-ce qu'une première cure de chimie. Parce qu'on ne sait plus ce qu'on fait. Parce qu'on a des follicules qui sont en voie d'apoptose, même s'ils sont encore présents, qu'on peut prélever des trucs, on ne sait pas du tout ce qu'on fait. Et enfin, on sait un peu de par des données animales que c'est une catastrophe en l'occurrence. Donc la recommandation aujourd'hui, c'est de dire, dès lors que une chimio a démarré, même dès le début, il faut attendre au moins 6 mois derrière pour pouvoir envisager des choses. Le problème, c'est qu'au bout de 6 mois, il ne reste déjà plus rien, les dégâts sont faits. Donc le message, c'est qu'il faut toujours faire, dans la mesure du possible, avant tout démarrage de chimiothérapie. C'est vraiment absolument indispensable. Un effet sur le stock aussi. L'effet sur le stock, il est différent. Je vous ai dit apoptose sur les follicules en croissance. Et sur le stock, il y a un effet qui s'appelle le burn-out. Le burn-out, c'est quoi? C'est que les follicules, normalement, primordiaux, sont à un stade dormant. Okay, ils sont à un stade quiescent, maintenu en quiescence par tout un tas de facteurs. Et la chimiothérapie va lever les mécanismes inhibiteurs qui maintiennent ces follicules en quiescence. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils rentrent en croissance. Et quand ils rentrent en croissance, eh ben, ils prennent la chimio et ils s'apoptosent. Donc à la fin, la résultante de tout ça, c'est une baisse du pool de follicules primordiaux, donc un vieillissement ovarien, quantitatif en tout cas. Okay, c'est ça le burn-out. Ça met en jeu des voies que vous connaissez peut-être mieux que moi dans cancéro, les voies AKT, PI3 kinase, machin. Donc c'est tout un tas de voies de recherche pour essayer de limiter la toxicité de la chimiothérapie directement en essayant de garder des follicules en quiescence. Alors, elle en a parlé un peu. La fonction ovarienne post-chimio, elle dépend de l'âge, elle dépend de du nombre de follicules au départ. C'est relié. Le plus souvent, une femme jeune, elle a beaucoup de follicules, et puis plus on avance en âge, moins on en a. Sauf qu'il y a des femmes jeunes qui, en dépit de leur jeune âge, ont déjà des ovaires qui sont relativement pauvres en follicules. Et là, c'est un peu problématique, c'est la merde, puisque c'est celles qui, parmi les femmes jeunes, seront ménopausées par le traitement. Et c'est ce qu'elle vous disait tout à l'heure, on ne peut jamais savoir sur qui ça va tomber. Donc un des moyens d'avoir une petite idée déjà, c'est de savoir leur stock de base. Si déjà elles sont dans la partie basse du stock, évaluées indirectement par certains marqueurs, AMH contre des follicules, eh bien on peut se dire que celles-là, elles sont plus à risque d'aménorrhée définitive que les autres. Mais pour autant, c'est pas pour ça qu'elles seront toutes ménopausées, et c'est pas pour ça non plus, si elles ont des bonnes réserves, qu'elles ne seront pas ménopausées. Parce qu'il y a un phénomène qui s'appelle la sensibilité propre de l'ovaire à la chimio, et que les femmes sont totalement inégales de ce point de vue-là. Donc une femme qui est parfaitement bien, jeune, plein de follicules, machin, va être ménopausée à la fin sans qu'on comprenne pourquoi. Donc à l'échelon individuel, prédire cette fonction ovarienne n'est pas super bon. Et là, je parle de fonction ovarienne, je ne parle pas de fertilité, parce qu'on n'a pas de marqueur de fertilité. Donc on ne sait pas, c'est pas parce qu'on a une bonne réserve. Elle vous a montré les cas de grossesse à AMH indétectable après chimio, mais c'est vrai dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'une femme qui a une réserve a priori basse, si elle est jeune, on n'en a rien à faire, elle aura la plupart du temps, elle aura ses enfants tout à fait naturellement. On n'a pas de marqueur de la qualité.
Ça, c'est juste pour vous montrer les effets directs de la chimio. Ça fait monter la FSH, ça détruit les follicules. Donc ça détruit la FSH, donc ça fait baisser l'AMH, puisque c'est les follicules en croissance qui produisent cette AMH. Donc il y en a moins. Très rapidement, il n'y a plus de follicules en trop. Le volume ovarien diminue. La FSH monte parce que l'hypophyse dit il faut sortir des follicules et il faut me produire un follicule dominant. Donc ça monte et le compte des follicules est abaissé. Donc l'AMH de base, qui reflète le stock, elle peut donner un effet indirect, une estimation du risque de chimiothérapie définitive post-chimio, du risque d'aménorrhée post-chimio. Autre problème, c'est la PMA quand elles viennent nous voir et qu'elles ont eu un traitement pour cancer en général. On n'a même pas parlé que de cancer du sein, on est nul. C'est-à-dire que les dégâts sont faits, on n'arrive pas à les stimuler parce qu'elles ne répondent pas. Même quand elles répondent, elles ne produisent pas beaucoup d'ovules. Quand elles produisent des ovules, ils sont en plus sûrement de qualité altérée. Donc il y a plus de fausses couches. Et à la fin, il y a globalement moins de naissances. Donc on est très mal à l'aise par rapport à ces femmes-là qui viennent nous voir quand elles n'ont pas préservé au préalable parce qu'on sait que les résultats sont plus ou moins catastrophiques. Ce qui est problématique, c'est quand on voit maintenant des femmes jeunes qui viennent sans qu'on leur ait parlé de la préservation alors qu'on sait que ça existe. Quand on voyait, il y a de ça... je dirais 10 ans, des femmes à qui on n'avait pas parlé de préservation, on s'en fout, ça existe, ça démarrait à peine. Bon, ok. Maintenant qu'il faut le faire, là, le but n'est pas de tailler ses collègues, mais des fois, on a quand même envie de se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu à pas vous en parler, quoi. C'est quand même une catastrophe. Parce que globalement, quand même, la majorité d'entre nous ont envie d'avoir des enfants pour leur qualité de vie. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours de la qualité de vie en l'occurrence, mais pas à tous les moments. Et la qualité de vie, c'est avoir des enfants en transmettant sa propre génétique. Ça, c'est le grand truc. Il faut transmettre sa génétique. C'est culturel, c'est je sais pas quoi, c'est inné, c'est tout ce qu'on veut. Mais il faut transmettre sa génétique. Et c'est incroyable parce que même des femmes qui viennent en préservation avec des génétiques pourries, des mutations de tout, des trucs qui donnent des cancers à toi, veulent transmettre. On leur parle don d'ovocytes, on leur dit adoption, notamment le don d'ovocytes, c'est un moyen de changer la génétique quelque part, la génétique qui n'est pas forcément toujours bonne. Non, elles veulent transmettre, coûte que coûte. C'est comme ça. Ça fait partie de nous et on a envie. Et en gros, la préservation de la fertilité, aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'avant, les femmes, on leur disait on n'a rien, on espère que vous récupérez des règles, on espère que vous aurez des enfants naturellement. Si ça ne vient pas, peut-être qu'il y aura l'AMP, puis s'il n'y a rien qui marche, il y aura le don d'ovocytes ou l'adoption. C'est toujours vrai, sauf qu'on a mis une étape intermédiaire qui est celle de la préservation qui permet d'augmenter la probabilité d'avoir des enfants avec sa propre génétique et de repousser éventuellement, en tout cas on l'espère, l'échéance du don d'ovocytes pour un certain nombre de patientes. Mais pas pour toutes. C'est pour ça qu'il faut quand même qu'elles aient entendu parler du don. Deux principes. Savoir que malheureusement aujourd'hui, nos techniques, elles ne peuvent pas garantir à tout le monde le fait d'avoir une grossesse. Donc c'est obligatoire, il faut en parler, vous êtes obligé d'en parler, il faut que vous l'entendiez parce que c'est opposable, il y a des procès aux États-Unis pour les patients qui ne sont pas adressés en préservation. Donc il faut le faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut leur dire qu'il faut préserver, ça veut leur dire qu'il faut... Est-ce que vous voulez voir quelqu'un qui va vous parler de ça? C'est oui ou non, ça peut s'arrêter là. Après, elle vient, elle a l'information, ça lui suffit, elle veut rien faire, très bien. On s'en fout, on est dans ce qu'il faut faire. Après, elle veut faire, si on peut faire, eh ben on fait. Si on ne peut pas faire, on ne fait pas. Mais le minimum pour vous, c'est de leur dire, est-ce que vous voulez, vous êtes jeune, peu importe si vous avez 12 enfants et que vous en voulez peut-être un 13e, si elle en veut un 13e, c'est son droit. C'est pas à vous de juger par rapport à ça. Ce que vous disiez Anne-Sophie. Donc pour préserver, on a des traitements médicaux, la congélation d'ovocytes, d'embryons et la congélation de tissu ovarien. Ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure et qu'Anne-Sophie vous a dit vite fait. Il y a un pool de follicules primordiaux, certains arrivent au stade antral et là ils dépendent d'une hormone qui s'appelle la FSH pour sélectionner un dominant. Donc en gros en préservation, on travaille avec les follicules en trou ou on travaille avec le stock de follicules primordiaux. Tous les mois, il y a un certain nombre de follicules en trop visibles à l'échographie qui sont le reflet indirect du stock. Plus il y en a, meilleur est le stock a priori. Donc c'est un moyen indirect
d'évaluer quantitativement l'âge ovarien. Et en fait, nos techniques, quand elles sont basées sur les follicules, la base pour nous, c'est qu'il faut en avoir. S'il n'y en a pas, on n'a pas grand-chose à proposer de fait. Alors les analogues, elle vous en a parlé, ça reste discuté. Bon, il y a la méta-analyse dont elle vous a parlé qui montrait une efficacité. Il y a tout autant de papiers qui montrent que ça ne marche pas. Curie croit beaucoup, donc il le file, et puis voilà. Si ça marche pas très bien en tout cas. Donc c'est pas forcément super délétère de les donner, mais beaucoup d'études montrent que ça marche pas forcément très bien. Mais on va dire que ça mange pas de pain. Donc chez une femme qui veut rien faire, déjà, why not? Et puis chez une femme qui fait des choses, ça peut très bien être complémentaire en tout cas. Ça n'empêche pas et ça n'interfère pas avec les autres techniques de préservation. Ce qu'il y a de plus efficace aujourd'hui, elle vous l'a dit, c'est la stimulation ovarienne. Alors qu'est-ce qu'on stimule? On stimule les follicules en trop. Donc il faut en avoir. Ça c'est la base. Si on décide de les stimuler, l'objectif c'est d'en amener un maximum au stade préovulatoire, avec une hormone qui s'appelle la FSH, qu'on va donner à forte dose par voie injectable pendant une dizaine de jours. Cette dizaine de jours, elle peut être compliquée dans un certain nombre de cancers. Et les cancers, on n'a pas le temps de donner 10 jours, de traitement. Dans le cancer du sein, on a le temps, sauf s'ils ont oublié de nous l'adresser assez tôt. Mais dans l'immense majorité des cancers, à part les leucémies où les gens peuvent mourir dans les 24 heures, on a le temps de faire des trucs. Et on a souvent le temps de les stimuler. Mais bon, ça peut être un problème, en tout cas dans certaines chimios, il faut intervenir de manière urgente. Ça fait monter les taux d'hormones. Pourquoi? Parce que la FSH n'est pas problématique. D'ailleurs, il n'y a pas de récepteur à la FSH sur les cellules tumorales, notamment mammaires. Donc ce n'est pas le fait de donner de la FSH qui est délétère, sauf dans un type de tumeur, les tumeurs de la granulosa, qui sont dépendantes de la FSH. Donc c'est le seul cas où, de toute façon, quoi qu'il arrive, la stimulation elle sera toujours contre-indiquée a priori. Parce que c'est une tumeur qui dépend de la FSH. Sinon, le problème dans les pathologies hormonodépendantes, c'est les oestrogènes, notamment dans le cancer du sein. Pas que en cancéro, d'ailleurs dans le lupus, c'est aussi un problème. Donc on est confronté à des problématiques de traitement qui induisent une hyperostradiolémie. L'objectif à la fin, c'est d'aller ponctionner ces ovocytes maturés in vivo au sein des ovaires à la faveur d'une administration de FSH. Et à la fin, d'aller récupérer des ovocytes matures qu'on pourra congeler tels quels ou qu'on pourra congeler au stade d'embryon. La différence, c'est que dans la loi française, dans la loi de beaucoup de pays, les ovocytes ça appartient à la femme, les embryons ça appartient à un couple. Ça veut dire que si le couple se sépare, elle ne peut pas les utiliser. Si le mec décède, elle ne peut pas les utiliser. On vit à Paris, 60% de divorces. Quand il y a un cancer, on a 70% de risque que le mec se barre, c'est démontré. Donc celles qui disent, alors qu'elles ont rencontré leur mec il y a 3 mois, je veux congeler des embryons, on n'est pas super à l'aise. En général, il vaut mieux essayer de les dissuader, et la plupart des centres parlent quasiment plus de congélation d'embryons, sauf pour les couples, c'est peut-être d'ailleurs une connerie, qui étaient déjà dans un parcours d'essayer d'avoir un enfant, un parcours éventuellement de PMA, et voilà, qui ont déjà entendu parler des embryons et qui auraient peut-être un peu plus de mal à comprendre les ovocytes. Mais globalement, on est tous beaucoup plus à l'aise avec l'ovocyte, sauf que l'embryon résiste un petit peu mieux à la décongélation. 5% de perte des embryons, 15% de perte avec les ovocytes. C'est pas énorme, surtout si on en a beaucoup, mais c'est quand même une petite perte en termes de choses. Qu'est-ce qu'on utilise comme traitement? Donc on file des grosses doses de FSH et on doit bloquer l'ovulation. Ça c'est la base de tous les traitements de stimulation ovarienne. Et à la fin on doit déclencher l'ovulation par un analogue de la GnRH, peu importe, on s'en fout. On peut démarrer quelle que soit la phase du cycle, il y a tout le temps des follicules en trop à stimuler. Si elle en a, elle en aura toujours. Et à la fin on passe par voie vaginale. Pour aller ponctionner, on met une aiguille à travers le vagin sous contrôle écho. Vous voyez des gros follicules qu'on vide. On vide le liquide folliculaire, on espère récupérer l'ovocyte qui est à l'intérieur. Ovocyte qui est donc mature, qu'on peut directement congeler ou féconder. Donc ça se fait bien, c'est facile, anesthésie locale, ça met 10 minutes, c'est simple. Alors la ponction, elle peut être compliquée dans un certain nombre de cancers. Les cancers gynéco, si vous avez une grosse tumeur cervicale, vous ne pouvez pas passer au travers parce qu'il y a un risque. Et dans ce cas-là, on peut faire des voies abdominales, on peut faire des voies transurétrales, on met une sonde
une sonde urinaire et on passe au travers la vessie, enfin, ou par cellio, enfin, on peut faire tout un tas de conneries pour aller récupérer les ovocytes. Notre imagination est débordante. Mais ça, c'est le plus classique. Il y a des données qui laissent à penser que la réponse ovarienne à la stimulation, elle pourrait diminuer quand on a un cancer. Dans le cancer du sein, c'est sûrement pas vrai. C'est sûrement plus vrai dans les cancers où il y a un retentissement sur l'état général. Les lymphomes notamment, où les femmes arrivent beaucoup plus fatiguées parce qu'il y a une altération déjà chronique qui est un effet de la pathologie. Et là, il y a sûrement un effet sur la capacité de réponse à la stimulation de ces femmes. Dans le cancer du sein, a priori, il y a de moins en moins de données qui laissent à penser qu'il y ait une moindre réponse à la stimulation. Donc c'est vrai que l'hypercatabolisme lié à la maladie cancéreuse, notamment quand elle a un effet systémique, peut être problématique. Deuxième technique de préservation, la congélation de tissu ovarien. Donc ça, plutôt quand on ne peut pas stimuler, parce qu'on n'a pas le temps, notamment, ou qu'on ne veut pas exposer aux hormones, ça peut être un moyen. Classiquement, on dit qu'il faut le faire dans les chimiothérapies à très forte toxicité. Parce que forcément, on ampute du pouls. On enlève un ovaire, ou on enlève un petit bout d'ovaire, un petit bout de cortex. On fait des fragments. Pourquoi des fragments? Parce qu'on ne prend que la corticale qui nous intéresse. C'est là que sont les follicules. C'est pas dans la médulaire. Là, bon, c'est un ovaire entier. On enlève la corticale, on fait des petits fragments. L'objectif est de les greffer, soit au niveau d'une fenêtre de péritoine, une fois que la femme est guérie, éventuellement ménopausée, pour reprendre c'est l'avantage par rapport aux ovocytes, c'est que ça permet une reprise d'activité de fonction ovarienne endocrine, donc une production hormonale, notamment dans le cancer du sein. Ça pourrait être intéressant pour les femmes qui ont une contre-indication au THS, qui ont une contre-indication à tous les traitements hormonaux. Donc ça peut être un moyen d'avoir une production ovarienne naturelle par le biais de cette greffe de tissu ovarien, qui est une greffe orthotopique au sein du pelvis, soit une fenêtre de péritoine, soit sur l'ovaire restant, qui n'est plus fonctionnel. Et ça permet aussi des grossesses naturelles. Ou médicalement assisté, on peut stimuler ces fragments. Donc sur le principe, c'est pas mal. C'est des grossesses naturelles avec quand c'est au niveau du péritoine. Ouais, parce que c'est au niveau de la fenêtre, et en fait la trompe est juste à côté. D'accord. Et du reste, il y a plus de grossesses comme ça qu'avec les fragments mis sur l'ovaire. Donc ça, c'est en chirurgie robotique. Comme les fragments sont petits, on les a suturés entre eux. Et puis là, on a fait une fenêtre et puis on est en train de la suturer ici. Voilà, on suture, on met le patch. Et puis à la fin, il peut y avoir des ovulations. Alors quand le pelvis est blindé, c'est trop compliqué, on peut s'amuser à greffer autre part. Ça aussi, on ne sait plus comment s'amuser. Voilà. Au niveau de l'avant-bras, une femme qui va ovuler de son avant-bras droit, avec son follicule dominant que vous voyez poindre. Bon, voilà. Pourquoi pas? Elle ne peut pas avoir de grossesse naturelle. C'est clair pour tout le monde. Donc il faut ponctionner l'ovocyte et le féconder in vitro. Ça marche très mal. Il faut mieux greffer en orthotopique quand on peut. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais en tout cas, si c'est que pour une reprise de fonction ovarienne, ça marche très bien. Les taux de succès, on ne sait pas bien. 23% sur une série de 60. Aujourd'hui, 150 enfants nés dans le monde. La moitié en naturel, l'autre moitié après stimulation ovarienne. Je ne sais pas trop quoi en penser, c'est difficile parce que les grossesses sont pas. Les gens déclarent que les succès, déclarent pas beaucoup leurs échecs, donc on ne sait pas combien il y a de greffes. La première a été faite en 2004, la première grossesse, la première naissance. En 16 ans, 150 cas, c'est quand même pas énorme. Donc, je sais pas, il y a des grands défenseurs de ça qui disent c'est génial, c'est 30% de succès. J'en sais rien. Sincèrement, on ne sait pas. On n'a pas l'info. Autre problème, le risque de réintroduction de cellules tumorales, c'est du tissu, c'est pas un ovocyte, c'est pas une cellule unique. Dans un tissu, il y a forcément, possiblement, en fonction des maladies, il peut y avoir des cellules tumorales à l'intérieur. Ça veut dire que vous êtes susceptible de regreffer et de réintroduire de la maladie chez une femme qui a guéri. C'est démontré dans les leucémies. C'est vrai dans les cancers du sein, les formes lobulaires.
c'est vrai dans certains types de lymphomes qui sont plus à risque que d'autres, lymphome de Burkitt, etc., neuroblastomes, qui sont pour le coup sûrement pas des très bonnes indications de prélèvement de tissu ovarien, mais si on n'a pas d'autres possibilités, ça peut être du prélèvement pour lesquels on espère avoir des techniques futures où on n'aura pas besoin de greffer. Alors les problèmes de l'hyperostradiolémie, c'est pas très clair. Alors aujourd'hui on est dans un principe de précaution qui est important en France. Alors Anne-Sophie vous l'a dit, les études elles sont pas très importantes en termes de survie, mais Curie est très, en général, sur de l'évidence base et très précautionneux. Tous les centres sont pas aussi je sais pas si le bon terme c'est frileux, notamment dans le monde entier, quasiment, on stimule toutes les patients. On n'est pas en train de s'emmerder à se prendre la tête. La tumeur, est-ce qu'elle a été enlevée ou pas? Est-ce que la tumeur elle est encore en place en situation néoadjuvante et que je risque d'induire un changement de stadification si je lui file des hormones pendant 10 jours? Il y a beaucoup de prises de tête par rapport à ça. Nous en France, et notamment sous l'influence de Curie, c'est très compliqué quand on est en situation néoadjuvante parce qu'ils sont gênés par rapport à l'hyperostradiolémie induite. Et pourtant, on a des moyens de contrer l'hyperostradiolémie, soit les effets de l'hyperostradiolémie en filant du tamoxifène pendant la stimulation, soit en empêchant la production de stradiol par les follicules en donnant des anti-aromatasants, en utilisant les traitements qui sont utilisés classiquement par ceux qui font du cancer du sein. Et ça, c'est utilisé dans le monde entier, ce protocole-là, où ils ne se prennent pas la tête, je stimule pas. Alors peut-être que c'est nous, en France, qui avons raison d'avoir peur de ça, mais les données de safety, c'est vrai qu'il n'y en a pour ainsi dire pas. Bon, ça, c'est l'étude qu'elle nous a montrée tout à l'heure, avec quelques données à 5 ans. Les données en néoadjuvant, 14 cas. Donc effectivement, il n'y a rien à 2 ans. Oui, on ne peut rien dire. Mais pour autant, quasiment le monde entier a basculé dans le fait de stimuler, même en néoadj, avec du létrozole. Qu'il y ait expression des récepteurs aux oestrogènes ou pas. Dans le doute, tout le monde est foutu sous létrozole et on y va et on stimule. Mais voilà, effectivement, c'est pas forcément ce qu'on fait. Alors, il y a une troisième technique qui est la maturation in vitro. La maturation in vitro, nous on l'a beaucoup développée, on est une des principales équipes dans le monde à la proposer, parce que justement on avait le frein des oncologues qui nous disaient mais vous ne pouvez pas les stimuler, il fallait trouver un truc. Le truc c'était d'aller faire une technique qui a été proposée à un moment, puis abandonnée du fait de ses faibles résultats, pour les femmes qui avaient trop de follicules. Genre les femmes comme ça qui ont des infertilités par syndrome des ovaires polykystiques. C'est pas des kystes, c'est un excès de follicules. En fait, elles atrésient pas leurs follicules en croissance pour avoir un nombre limité de follicules en trop. Elles ont plein de follicules en trop. Et quand on les stimule, ça explose, elles répondent de partout et elles font des complications thromboemboliques. Et il y a des décès qui ont été rapportés chez des femmes traitées pour infertilité par syndrome d'hyperstimulation ovarienne. Donc pour contrecarrer ça, on s'est dit, il y a plein de follicules, on va les ponctionner comme ça, on va essayer de faire maturer les ovocytes immatures, enfin partiellement immatures, puisqu'ils ont déjà fait l'immense partie de la folliculogénèse, il leur manque les étapes terminales. D'essayer de les faire au laboratoire. Donc c'est ce qui a été fait, donc ça a conduit à un certain nombre d'enfants, 6000 enfants nés dans le monde, où on arrive à avoir en 24-48 heures, la moitié des ovocytes qui ont été récupérés qui ont maturé. Donc c'est sur le principe super sexy, c'est bien, il n'y a pas d'hormones, il n'y a rien, on fonctionne comme ça, c'est super. Mais quand on regarde chez les femmes infertiles, l'implantation des embryons, en gros quand on a des embryons, c'est 13% versus 40% quand on stimule. Chez des femmes avec ovaires polykystiques. Mais peu importe, ça marche moins bien, il n'y a aucun doute, l'ovocyte est sûrement... Déjà, il ne doit pas maturer en 24-48 heures, puisque physiologiquement, il le fait en 15 jours. Ces étapes à partir de l'antral jusqu'au mature. Quand on stimule, ça met 10-12 jours, et là, ça met 48 heures. Donc, il y a sûrement des étapes chantées. Les enfants vont bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais sûrement que l'ovocyte, il n'est pas parfait pour beaucoup d'entre eux. Alors,
ça, c'est ce que je vous disais, les enfants vont plutôt bien, mais du coup, quand a réémergé la préservation de la fertilité, on s'est dit, bah, quand même, cette technique, elle a existé, elle est peut-être moins bien, mais quand on nous dit qu'on ne peut pas stimuler, bah, il y en a qui ne veulent pas se faire prélever de tissu ovarien parce que c'est une cellio, c'est lourd dans un contexte, on vient de leur annoncer un cancer, elles sont en plein bilan d'extension, machin. Aller se taper en plus une cellio juste avant de démarrer la chimio, il y en a beaucoup qui ont du mal, ça. Pour des problématiques de fertilité, ça peut être compliqué. Et la ponction transvaginale, elle ne la voit pas comme un truc très invasif. Donc, c'était un moyen de se dire, bon, bah, pourquoi on n'essayerait pas de faire ça pour les patientes chez qui on peut pas faire de stimulation et éventuellement qui refusent le prélèvement de tissu ovarien. Alors techniquement c'est plus compliqué parce que les ronds noirs que vous voyez tout à l'heure c'est pas les mêmes, là c'est la veine iliaque, en fait le follicule il est comme ça, donc il n'est pas stimulé. Donc c'est effectivement beaucoup plus petit, techniquement un peu plus complexe. Alors là c'est déjà un peu zoomé mais vous voyez que c'est moins gros que tout à l'heure. Et on doit prélever et ponctionner des ovaires. Alors, ce n'est pas des ovaires de femmes polykystiques, donc il n'y en a pas énormément, c'est des femmes normales. Hein. Et on vide comme ça, de la même manière, les follicules. On en récupère la moitié de ce qu'on voit en général, et il n'y a que la moitié d'entre ceux-là qui maturent. Mais bon, sur le principe, ça permet d'avoir, quelle que soit la phase du cycle, c'était un truc qu'on avait montré, qu'elle soit en première phase ou en seconde phase du cycle, on arrive toujours à avoir des ovocytes à la fin entre 5 et 7, 6-7 qui maturent in vitro en moyenne, qui sont là, qui ne sont pas à risque de réintroduction de cellules tumorales, qui sont de potentiel dans le cancer pas connu puisque ça n'avait pas vraiment été fait. Et voilà. En tout cas, ça peut se faire. Ça peut se faire, même dans les BRCA, puisqu'il y en a qui avaient du mal à stimuler les patients de BRCA. Alors, combien il faut d'ovocytes? Ça, c'est une vraie question, parce que comment ça marche? Dans le cancer, on ne sait pas bien, il y a très peu de données. Ce qu'on sait, c'est chez des femmes qui congèlent sans motif médical. Ce n'est pas autorisé en France, pas encore, bientôt. Mais globalement, il y a un effet de l'âge. Vous voyez que 10 ovocytes avant 35 ans, 60% de naissance. 10 ovocytes à près de 36 ans, 29% de naissance. Donc il y a un effet âge important. Ça, c'est pas dans le cancer. Donc il faut de l'ovocyte. Et il faut de l'ovocyte, ça c'est avec de l'ovocyte stimulé, obtenu après stim. Donc après NIV, si on pense qu'ils sont moins bons, il faut sûrement encore plus que ça. Et je vous ai dit qu'on en récupérait 6-7 en moyenne. Donc on est loin de ça. Hein. Mais bon, qu'est-ce que ça donnera? On ne sait pas bien. Ce qu'on avait démontré, c'est que pour essayer d'avoir 10 ovocytes à la fin, il faut 21 follicules au départ et il faut une AMH à 3,8 en moyenne. C'est pas forcément la majorité des patientes qui ont ça. Enfin, en tout cas, celles qui ont ça, c'est les patientes jeunes et les patientes qui sont richement dotées en follicules, mais il se trouve que celles-là, c'est pas celles qui ont le plus besoin de préservation, puisque celles-là, c'est souvent celles qui vont récupérer des cycles et qui seront fertiles naturellement. Donc c'est toujours pareil, c'est très injuste. Celles qui ont vraiment besoin, c'est celles qui répondront le moins bien, et c'est celles avec qui on aura le moins de grossesse. Et pour l'instant, on ne sait pas faire mieux. Alors, ce qu'on propose, c'est quand même d'associer, de cumuler les techniques et de faire à la fois le prélèvement de tissu ovarien et la maturation in vitro. Il y a des fois, notamment chez les jeunes, avant la puberté, on ne fait pas de procédure par voie vaginale et on peut récupérer les ovocytes immatures sur la pièce opératoire ou dans le milieu de dissection. Donc c'est de la NIV ex vivo où là on récupère les ovocytes comme ça. Ça peut se faire aussi. Et ça peut se faire et on récupère des ovocytes, même là, c'est chez une gamine de 5 ans, on arrive à récupérer des ovocytes comme ça ex vivo. Alors qu'est-ce que ça donne en termes de grossesse? Il y avait 4 naissances qui avaient été rapportées après maturation in vitro et congélation d'ovocytes chez des patientes qui allaient bien. Dans le cancer, on ne savait pas. Nous, on en a eu une après congélation d'embryon, chez une femme qui avait une insuffisance ovarienne auto-immune. Et puis on a rapporté là, elle vient de sortir là, ça fait tous les journaux du monde, la première en maturation in vitro dans un contexte de cancer. Ça, les gens ont adoré, ils se sont dit, j'ai l'impression que j'avais réinventé la fertilité. Pour mon ego, c'était très bien. Sauf que, si on est très objectif, c'est ok, c'est bien, mais c'est quand même une technique de merde.
C'est pas ce qu'il faut privilégier. Donc le but, c'est pas que tous les gens se disent elles ont un cancer, on peut pas les graines du sein, on peut pas les stimuler, il faut leur faire ça. Non, il faut pas leur faire ça. Il faut les stimuler. Si vraiment on peut pas les stimuler, on fait ça. Plutôt que rien, pour celles qui veulent faire quelque chose. Alors, du coup, comment ça se passe en général? On voit la patiente, on essaye de la voir vite, on fait une écho pour voir le nombre de follicules qui nous donne un reflet indirect du stock qui est là et de ce avec quoi on pourrait être amené à travailler. Si on est en situation néoadjuvante ou urgente, eh ben, MIV et prélèvement de tissu ovarien, et ou, si elle ne veut pas de tissu ovarien, nous on fait plus de MIV seul si elles ont moins de 10 follicules, parce qu'on récupère rien. Si c'est pour en avoir un à la fin, ça sert à rien. Donc il faut qu'elles aient au minimum 10 follicules visibles pour qu'on puisse faire quelque chose. Si on n'est pas en situation urgente, il faut privilégier la stime à chaque fois. Et même s'il n'y a pas de chimio, notamment dans le cancer du sein, pas chez celle qui a 23 ans, mais chez celle qui a 35 ans, qui va se taper les 50 tamoxifènes et les 3 ans de contre-indication à la grossesse, eh ben, vaut mieux congeler, parce qu'il va y avoir une baisse de sa fertilité naturelle. Donc ça peut être une indication même s'il n'y a pas de traitement. Ça dépend de l'âge et ça dépend du stock qu'il y a là dans les ovaires. Un mot sur les perspectives rapidement. Vous savez qu'il y a des tests maintenant sur les tumeurs pour voir qui a vraiment besoin de chimio. En fait, aujourd'hui, comme on n'a pas de marqueur de fertilité, nous, on est un peu à dire on préserve. En plus, c'est facile en France, tout est couvert par la Sécu. Donc, c'est pas très dur de proposer de la préservation, elle paye rien, voilà, ça mange pas de pain et voilà. Ça évite les procès et c'est très bien. Sauf que la préservation pour toutes, c'est de la mauvaise médecine. Traiter tout le monde de manière globale, c'est nul. Exactement de la même manière que les oncologues, on peut dire maintenant qu'ils faisaient de la merde en traitant que les femmes jeunes parce qu'elles étaient jeunes. Quand elles avaient un cancer du sein, on s'emmerdait pas, ceinture et bretelles, on s'en foutait, il fallait pas prendre de risques, on leur met de la chimio. Donc tout le monde était d'accord pour dire que c'était une connerie, qu'on en surtraitait un grand nombre. Donc il y a des tests qui se sont développés pour essayer de voir qui il fallait vraiment traiter, qui avait vraiment besoin de chimio. Nous, il faudra qu'on fasse la même chose de notre côté pour voir qui a vraiment besoin de préservation. Pour ça, on a besoin de marqueurs de fertilité. L'autre moyen, c'est limiter les effets directs de la chimio. Les analogues de la GnRH, ça marche peut-être un peu, mais très mal. Et il y a d'autres voies, toutes les voies dont je vous ai dit, AKT, machin, tout ça. Et le fait de perfuser de l'AMH, ça c'est un truc qu'on a montré aussi, qui maintient les follicules en quiescence. Si on en perfuse à des souris qui sont exposées à du cyclophosphamide, eh bien on arrive à garder un pool de follicules correct et avoir une moindre déperdition folliculaire. Donc c'est sûrement des voies futures pour éviter directement les dégâts de la chimiothérapie et garder un pool pour ces femmes qui pourront donc conserver des cycles et des chances de grossesse. Marqueur de fertilité, on n'a pas. Et puis après, il y a toutes les problématiques liées à la greffe. Les greffes qu'on ne peut pas faire dans un certain nombre de cancers. Des filles chez qui on ne savait pas quoi faire, on a quand même prélevé de l'ovaire. Il y a ça dans les borderline, il y a ça dans les tumeurs de l'ovaire, il y a ça dans les leucémies, les lymphomes de Burkitt, des chimios toxiques ou des éventuels, et un risque de réintroduction de cellules malignes. Dans ce cas-là, eh ben on mise, notamment quand elles sont très jeunes, c'est pas la peine de proposer ça à la femme qui a 36 ans, parce qu'elle n'a pas la vie devant elle derrière, enfin pas en termes de fertilité, mais chez une gamine qui a 15 ans, se dire qu'il y a 20 ans de progrès médicaux, il y aura des trucs. Il y a des trucs qui vont sortir, et on saura sûrement, à partir du tissu ovarien, on saura sûrement ne plus avoir besoin de le greffer, soit parce qu'on saura identifier des cellules tumorales et on pourra le greffer, soit parce qu'on saura faire de la maturation in vitro, de la folliculogénèse in vitro, donc pas à partir des dernières étapes du follicule, mais à partir des toutes premières, à partir du follicule primordial. Et si on sait faire ça, eh ben on n'aura plus besoin de greffer, et donc c'est pas mal de voies de recherche. Pour l'instant ça marche pas bien, mais on estime qu'à une échelle de 15 ans, on n'aura plus besoin de greffer les patientes. Donc c'est l'ovaire artificiel, soit replacé dans une matrice au niveau du pelvis, soit éventuellement tout fait ex vivo, on ne sait pas encore bien. Mais en tout cas, c'est des voies de recherche. Puis on saura même faire des gamètes artificielles à partir des cellules de la peau. C'est aussi des voies de recherche énormes. Donc on n'aura même plus à s'emmerder à savoir ce qu'il y a dans les ovaires. Enfin, voilà. Et pour les femmes qui ont des irradiations pelviennes, on sait même greffer des utérus.
Donc on peut penser quand même qu'il y aura encore pas mal de choses devant nous. Bon voilà, on a plein de progrès et plein de choses à proposer. Tout ne marchera pas, donc on est obligé de parler du don et des alternatives, mais on a déjà fait beaucoup de progrès en termes de fertilité, et là je vous parle d'un truc qui n'existait pas il y a 10 ans. Donc tout ça on n'en parlait pas. Donc il y a eu quand même beaucoup d'avancées, il y en aura sûrement encore plus dans 10 ans. Et dans 20 ans, j'en parle même pas, je serai plus en état. Merci beaucoup. Questions? Pas de questions? Si Marjolaine, du coup, vous travaillez en réseau avec les services d'onco. Parce qu'il y a parce qu'il y a combien de centres de fertilité par rapport Alors aujourd'hui, pour le moment, c'est que dans le système public, c'est à l'AP, c'est des plateformes sur l'AP. Il y a Cochin-Tenon, Bichat un peu, Jean Verdier et Béclair, et un peu Poissy aussi. Je pense qu'on a le gros de l'activité à Béclair et Bondy parce que j'ai beaucoup développé ça et voilà, ça fait que les réseaux ont été constitués comme ça. Cochin a grossi pas mal parce que Curie a commencé à bosser avec eux du fait de la proximité. Mais c'est vrai que le problème c'est que tout le monde n'est pas de la même réactivité. Et du coup, si les gens sont censés l'être, être joignable, voilà, moi je suis joignable tout le temps et j'accepte de me faire pourrir la vie, mais c'est pas grave. J'estimais que la cause était bonne, mais il faut aujourd'hui, il y a des réseaux, mais je pense que le gros va souvent sur les mêmes centres. Il y a 3 centres, Bondy, Béclair, où je suis, et Cochin qui font l'immense majorité des préservations d'Île-de-France. Et donc de France, puisque c'est la plus grosse région. Mais voilà, après il y a une plateforme, l'AP a essayé de mettre en place un service avec un numéro qui répond jamais. Bref, on vaut mieux avoir les portables des gens et ça va tout seul, ou les mails, c'est beaucoup plus simple, ça va beaucoup plus vite. Et après on travaille par contre en vraie collaboration, parce que le but c'est quand même de voir qu'est-ce qu'on peut proposer, quand on peut faire des trucs, est-ce que le timing va, comment choisir la technique une fois qu'elle est éligible et qu'elle veut faire, c'est avec vous que ça se discute. Donc, alors le but c'est pas de vous demander est-ce que je peux la stimuler ou pas, parce que c'est le grand truc et personne sait, donc c'est on se refile le bébé. Allez, on va demander à l'oncologue si on peut la stimuler. Mais qu'est-ce qu'il en sait l'oncologue? Il n'a pas plus de données que nous. C'est un moyen de se décharger. Allez, il va nous donner un accord de stimulation. Comme ça, si on a des merdes, on ne sera pas tout seul dans le bateau. Bon, mais bon, souvent on essaie de discuter. Est-ce que oui ou non, ça peut convenir de stimuler? Et nous, on pousse quand même. Moi, je sais que je pousse quand même pas mal à la stime parce qu'à l'étranger, c'est fait. Voilà. Ça ne plaît pas forcément à Robin Rousier et Jean Curie, mais je pense que si le monde entier le fait, le monde entier n'est pas complètement inconscient non plus. Au bout d'un moment, on ne peut pas se dire que. Voilà. Et c'est quand même des vraies meilleures chances pour les patients. Donc, quand on voit ce qu'elles disent par rapport à la fertilité, ça vous surprend. Il y en a beaucoup. Je ne sais pas si c'est une petite prise de risque, mais de toute façon, la grossesse, elle vous a dit dans le cancer du sein que ce n'était pas un risque. Maintenant, il y a une étude qui est en cours, on arrête le tamoxifène au bout de 3 ans, au bout de 2 ans, de 2-3 ans, pour leur permettre d'avoir une grossesse et de le reprendre après. Pour voir, parce qu'il y a une pression des femmes, en fait. Il y a une pression des femmes, il y a une pression des couples pour se lancer dans ces projets. Elles n'ont pas envie d'arrêter leur couple. Alors, elles sont tiraillées entre le fait d'avoir envie de faire leur traitement correctement et le fait de se dire, mais ils m'emmerdent avec leur tamoxifène, à me dire, j'ai pas le droit d'être enceinte pendant 5 ans. Donc sous cette pression, ils ont commencé à lancer des études avec des stocks prématurés de tabac. Mais quelles que soient les données, je ne suis même pas sûr que, de toute façon, les femmes jusque-là, elles n'écoutaient pas. Elles arrêtaient de prendre le tamoxifène et lançaient leur grossesse quand elles avaient envie. Et le problème, c'est quand ça ne marchait pas et qu'elles venaient nous voir. Parce qu'elles avaient arrêté le tamoxifène, et là, si on commençait à leur parler de stimulation et de traitement d'AMP, là, c'est le médecin qui met son diplôme en jeu, quoi, pour le coup, parce qu'elle a fait un truc qui était contre-indiqué. Si elle y arrive sous la couette, très bien, mais dès qu'elle a besoin de la médecine, on va lui dire
je peux pas vous faire ça. Et là, c'est la guerre. Et c'est pour ça que quelque part la préservation elle est pas mal, parce qu'elle permet aussi à ces femmes d'être un peu plus apaisées, un peu plus par rapport à ça. Parce qu'elles se disent le temps il est figé avec les ovocytes. Au moins il a plus. Bon, ça ne veut pas dire que c'est pas chiant d'attendre, mais en tout cas elles se disent pas que le temps est délétère dans cette situation. Et en gros, il faut adresser faut proposer la consultation juste avant, juste que ce soit une opposée, quoi, légal. Parce que c'est absurde, une patiente de 45 ans qui a un cancer du sein. Ouais, c'est absurde. Alors je pense que de toute façon, vous êtes obligé de leur parler un peu des risques d'aménorrhée. Après, si elles vous disent, elles ont le droit d'être à l'ouest et de vous dire à 48 ans qu'elles veulent un enfant. Si vous voyez que vous n'en sortez pas, c'est pas grave de l'envoyer, moi je m'en fous de les voir. Si elles ont besoin d'être vues, que ça leur apporte quelque chose d'entendre que ça sert à rien, c'est déjà foutu de toute façon, moi je m'en fous, ça va me prendre 10 minutes ou une demi-heure, c'est pas très grave. Mais au moins, elles seront, plutôt qu'elles vous emmerdent à chaque fois et qu'elles vous emmerdent après, mais comment je ferais pour avoir un enfant à 52 ans? Bon, c'est sûrement mieux dès le départ, cadrer le truc. Très bien, soit elles vous entendent et vous leur dites, mais madame, de toute façon, c'est mort, et on va passer à autre chose, et voilà. Soit elles n'arrivent pas à l'entendre, et il y en a plein qui n'arrivent pas à l'entendre. Moi, ça ne me dérange pas de les voir. Il y en a qui refusent. Moi, je pense que, elles ont droit à de l'information, comme les autres. Voilà. Effectivement, ça n'a aucun intérêt pour nous, parce qu'on n'en fait rien, mais si ça les aide, c'est pas grave. Et si ça vous aide, parce que ça vous dépatouille d'une nana qui va vous emmerder avec sa fertilité alors qu'elle est déjà foutue, et qu'elle commence à vouloir pas être adhérente à ces traitements parce qu'elle est persuadée que ça flingue encore plus sa fertilité alors qu'elle est déjà... Bon. Parce qu'il y en a quand même beaucoup, il y en a qui refusent des traitements, il y en a qui refusent de traitement optimal pour ça. Soit parce qu'elles n'ont pas d'enfants, soit parce qu'elles n'ont pas le nombre d'enfants qu'elles voulaient avoir. Et puis après, il y a le phénomène culturel. Chez les musulmans, il n'y a pas de don autorisé, pour ceux qui sont religieux. Donc celles-là, soit elles y arrivent avec leurs ovules, soit c'est mort. Donc avec la préservation, naturellement, c'est un vrai problème. Chez les Africains, une femme qui n'a pas d'enfant, elle est répudiée, quoi. Donc il s'en trouve une autre. Bon, enfin, c'est dur. Donc c'est des vrais enjeux. Il y a aussi un poids culturel qui est énorme là-dedans aussi. Enfin, on est obligé de prendre en compte un peu tout. Voilà. Bon, il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi.